Alors, Carfa, tu es arrivé en France, je crois que tu étais un jeune homme. Un peu moins de 20 ans. Ça va faire 17 ans bientôt. Je suis arrivé en 1996. Alors, j'avais 25 ans. J'étais dans la formation. Oui, je suis arrivé à 25 ans. Je suis arrivé à 25 ans. Je suis arrivé du Sénégal, précisément. Le Sénégal est un pays qui a des liens très importants avec Bordeaux, historiquement. Je suis arrivé à Bordeaux pour deux choses. D'abord parce que j'ai fait du droit public à l'université de Dakar. J'ai fait une maîtrise en droit public et c'est une université, une faculté de droit où tous les profs en droit public ont été formés par l'école de droit de Bordeaux. Voilà. Donc tous les profs m'ont dit, si tu veux continuer, va à Bordeaux, à Sciences Po ou autre, tu vas continuer. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'occuper de l'esclavage? Je crois qu'il n'est pas forcément un enfant de personnes descendantes des victimes de l'esclavage. C'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent et que je me suis même moi-même posée parce que rien dans ma vie familiale, personnelle, ne laissait présager un investissement de plus de 15 ans sur cette question de la traite des noirs et de l'esclavage. Moi, je viens d'une famille, mon père était ancien combattant français, infirmier, qui a fait la guerre d'Algérie aux côtés de la France, bien sûr. Ma mère est disons, une ménagère, comme on dit, hein, une femme qui n'avait pas fait d'études particulières. Donc j'ai grandi dans un univers dans lequel ces questions identitaires-là n'étaient pas tellement à l'ordre du jour en réalité. Bon, après, c'est vrai qu'à temps sénégalais, j'ai été sensibilisé dans le cadre de mon cursus scolaire sur l'esclavage avec l'île de Gorée. Hein, l'île de Gorée qui est au large de Dakar. C'est une île que j'ai visitée très tôt et qui avait à l'époque un conservateur qui est mort malheureusement, Joseph Ndiaye, un homme remarquable. Et j'étais sensibilisé. J'étais aussi militant donc, dans mes années de lycée, mais aussi de fac de droit. J'étais militant. Militant syndicaliste étudiant, donc dans les mouvements étudiants. Et je suis, c'est vrai, aussi arrivé en France d'ailleurs, dans le cadre du 90e anniversaire de Léopold Sédar Senghor, en 1996. Hein, il avait 90 ans, oui, il avait 90 ans parce qu'il sera mort, je crois, après. C'est vrai que j'étais dans cet univers-là. Quand j'étais élève et étudiant, j'étais sensibilisé aux idéaux de la négritude, mais je étais loin de m'imaginer que je ferais 15 ans en France, 15 ans à Bordeaux, à effectivement me battre pour faire reconnaître ce passé, cette mémoire. Je dirais qu'au fond, c'est plus en fait la volonté d'oubli de Bordeaux, l'adversité, l'hostilité de l'élite bordelaise sur cette question qui m'a confirmé dans ce rôle-là, qui m'a poussé à aller au bout, à trouver des moyens mentaux, moraux, hein, parce qu'il faut tenir au déni, hein, face à l'amnésie, face à l'oubli. Et c'est tout ça peut-être qui m'a au fond confirmé dans cette place-là, dans ce combat-là, que je n'avais pas du tout prémédité. On dit des fois le mal comme X, mais c'est pas si révolutionnaire quand même de demander qu'on n'oublie pas. Oui, bon, je pense que c'est peut-être lié quelque part à une sorte de ressemblance physique que je cultive peut-être avec Malcolm X, avec les lunettes un peu vintage des années 70. J'aime beaucoup mettre un chapeau et c'est quelque chose qui m'accompagne depuis très longtemps d'ailleurs, hein, depuis toujours. Pour moi, ce n'est pas forcément une volonté de mimétisme, mais c'est aussi une façon de rendre hommage à ces hommes-là, à qui nous devons beaucoup. Cette génération d'hommes noirs qui se sont battus pour l'égalité, qui ont beaucoup influencé le mouvement de la négritude. Il faut savoir que Senghor, Césaire à Paris, dans les années 30-40, ont été influencés par le Harlem Renaissance, par le mouvement des droits civiques aux États-Unis. La diaspora noire dans les Caraïbes et dans l'Amérique a énormément joué pour l'indépendance et la liberté de l'Afrique. On ne le dit pas assez. Et donc pour moi, le fait peut-être quelque part d'avoir cette physionomie qui peut faire penser à Malcolm X, c'est une façon de rendre hommage à cet homme-là, qui n'était pas aussi extrémiste qu'on le pensait. Il a eu une première phase de vie peut-être où il avait une pensée, une action peut-être assez radicale, mais on sait, grâce notamment à Spike Lee, qu'à la fin de sa vie, il avait compris qu'il y avait des fraternités à construire qui dépassaient l'appartenance religieuse, l'appartenance raciale, et qui étaient des fraternités sur les valeurs. Il l'avait tout à fait compris. Et quelque part, oui, j'essaie de continuer d'être dans cette filiation ici, sur cette terre de Bordeaux. Découverte des lieux, ce que vous faites régulièrement. Comment les gens perçoivent? Perçoivent très positivement parce que il y a un besoin, il y avait un besoin, il y avait une attente.
cette histoire de l'esclavage et de la traite, cette histoire atlantique de l'Europe, c'est une histoire qui a duré quand même 4 siècles. Et ce qui est très étonnant, notamment à Bordeaux, c'est que par exemple à Bordeaux, il n'y a pas eu un seul livre d'histoire de la fac d'histoire de Bordeaux qui parle de ce sujet. Aucun ouvrage. La fac d'histoire de Bordeaux, aussi prestigieuse soit-elle, ne s'est pas intéressée, l'université de Bordeaux, à cette histoire, à ces 400 ans. On a fouillé le XVIIIe siècle de fond en comble, mais on a eu peur de cette question-là. Alors que ces 4 siècles ont laissé des traces extrêmement importantes, extrêmement vivaces dans le patrimoine architectural de la ville. Dans l'identité de la ville complètement. Dans l'identité de la ville. Bordeaux est dans un rapport d'ailleurs assez schizophrénique avec cette histoire. À la fois, elle en est très fière, mais en même temps, elle ne veut pas lui donner trop d'importance. Elle la cache un peu, elle la refoule. Et donc, la visite guidée de Bordeaux Nègre que j'ai mis en place répondait à ce besoin-là, à ce besoin des Bordelais, mais aussi des touristes, de voir au-delà des murs la condition des hommes. C'est une ville, Bordeaux, qui a été classée au patrimoine mondial de l'humanité, de l'UNESCO. Et cette belle façade des quais, ce patrimoine extraordinaire est un patrimoine qui est daté, qui a été construit notamment avec l'argent de la traite, l'argent de l'esclavage, donc au XVIIIe siècle, entre le milieu du XVIIIe siècle et la fin de l'esclavage, donc 1848. Donc pour nous, c'était important de mettre en place une sorte de tourisme de mémoire. C'est assez inédit, c'est la première fois en France et en Europe qu'on a une visite sur ce thème-là. Cette histoire qui a été extrêmement importante, qui a complètement bouleversé les arts, la culture, les populations, la politique, l'économie. Cette histoire n'avait jamais été suffisamment intéressante, aussi parce qu'il y avait cette charge de honte, de culpabilité autour de ça. Et pour moi, c'était important de sortir de ça, de sortir de la culpabilité, de la honte pour être dans la connaissance et dans le savoir, dans le partage réel. Et c'est ce qui explique que cette visite, effectivement, rencontre un grand succès au niveau des populations locales et au-delà. Est-ce qu'il y a beaucoup d'Antillais qui viennent? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils s'y intéressent? Parce que pendant longtemps, on a étouffé cette histoire chez nous. Il y a que des Antillais qui suivent cette action, qui y participent. Je dois avouer quand même qu'il n'y en a pas beaucoup. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas sensibilisés, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intéressés, mais je pense qu'il y a eu dans l'histoire des Antillais, d'une manière générale, une volonté d'oubli aussi, une volonté, une honte, tout simplement. Il n'y a pas beaucoup d'Africains non plus dans cette visite, parce que ce travail de connaissance n'a pas encore été suffisamment fait. On a intériorisé la culpabilité, la honte et la volonté de passer à autre chose très rapidement. Alors que vous savez qu'Aimé Césaire disait qu'un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir et qu'il est vraiment essentiel de s'enraciner dans cette histoire-là parce qu'elle explique le monde, mais s'y enraciner non pas pour s'y enfermer, s'y perdre dans des notions de race ou de communautarisme, non, mais s'y enraciner parce qu'elle explique le monde aujourd'hui. On ne peut pas comprendre la persistance du racisme, des discriminations, des difficultés d'intégration, la situation des Antilles. Regardez quand même ces départements d'outre-mer qui sont dans une violence sociale terrible, qui sont dans une violence économique extraordinaire, des territoires où il y a eu des inégalités qui sont issues de cette histoire-là, qui n'ont pas encore été réglées. Donc voilà, et ça c'est essentiel que, c'est vrai, la jeunesse antillaise le comprenne, elle est importante à Bordeaux. Moi, je regrette qu'elle ne soit pas aussi active. Les tags dans ton immeuble, est-ce que tu penses que c'est lié à ton activité? Je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui nous a beaucoup choqué, qui m'a beaucoup choqué, puisque mon immeuble donc, qui est à Bordeaux a été l'objet de tags, d'inscriptions racistes. Les Arabes dehors, les Nègres dehors, la France aux Français, le Front National au pouvoir. Ça a été quelque chose d'assez choquant parce que notre discours, notre démarche, notre action, elle est effectivement militante, mais ce n'est pas une action de division. On ne peut pas diviser les Français, la communauté locale, la communauté nationale. Au contraire, tout ce qu'on fait, c'est donner aux gens les moyens de comprendre leur situation, donner aux gens les moyens d'élargir leur conscience et de pouvoir œuvrer ensemble. Et c'est vrai que cette action raciste est choquante. Alors, est-ce que c'est parce que je suis le président de l'amicale des locataires de la résidence? Est-ce que c'est pour ça qu'on m'a visé? Est-ce que c'est parce que je suis engagé sur les questions de racisme, de discrimination et de mémoire, donc à Bordeaux? Est-ce que c'est pour ça? Franchement, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça oblige effectivement à une action
en justice, qui a été mise en place, à une vigilance. Qui a porté plainte? L'organisme, parce que j'habite dans une résidence Gironde Habitat, l'organisme de logement, donc Gironde Habitat a porté plainte, l'amicale des locataires a porté plainte, ainsi que, je crois, un ou deux autres locataires qui ont également porté plainte pour injures et discrimination à caractère racial. La police judiciaire s'est déplacée pour constater ça. Et il y a, c'est vrai, en France, et je ne suis pas le seul à être visé, vous savez, Christiane Taubira est extrêmement attaquée sur sa couleur de peau, parce qu'elle est noire, parce qu'elle est femme, quelles que soient les divergences politiques qu'on peut avoir avec quelqu'un. On ne peut pas ramener quelqu'un à une couleur de peau, c'est extrêmement violent. Et je pense qu'il y a une parole raciste qui se libère. Le Front National fait de très bons résultats électoraux. Les prochaines élections européennes vont en donner la preuve si on croit les médias, puisqu'ils risquent d'être le premier parti de France. Donc toutes ces choses-là font qu'un certain nombre de militants ou de sympathisants d'extrême droite peuvent se sentir autorisés, légitimés. La parole raciste est libérée en fait. Libérée, et puis effectivement à passer à l'acte et à faire des dégradations, à faire des inscriptions racistes. Et à aller plus loin. Les associations antiracistes, la LICRA. Mais ils ne se sont pas manifestés parce que ça c'est aussi le problème, c'est que c'est aussi quelque part lié à mon engagement. C'est-à-dire que je suis dans un engagement qui est tellement fort, tellement important, qu'elles sont très méfiantes. Elles ne se manifestent pas, elles ne viennent pas, elles sont même, j'allais dire, quelquefois assez hostiles. Parce que ce travail, c'est elles qui auraient dû le faire, ils ne l'ont pas fait. Et puisque je le fais, ils sont dans une... Voilà, je suis persuadé, je me posais cette réflexion que si c'était quelqu'un d'autre, totalement inconnu peut-être, qui avait été victime de ça, je pense qu'ils auraient réagi. Et puisque c'est moi et que je suis connu pour mon indépendance, pour mon engagement, je suis indépendant, je ne fais pas partie d'un parti politique, je suis complètement indépendant des partis politiques. J'essaie de penser par moi-même et pour moi-même, mais aussi pour les autres, surtout. Voilà, aussi pour changer la conscience. Et ça, c'est vrai que ça peut les gêner. Et ce qui fait que depuis ces inscriptions racistes, je n'ai pas eu, et alors qu'on se connaît, la moindre réaction de ces organisations antiracistes. Carfa, comment tu as vécu le rapprochement qui s'est fait entre le CRIF et l'initiative de Karam? Dans l'esprit, c'est très important. Il est important d'œuvrer pour un dialogue entre toutes les communautés. Effectivement, pour montrer que au fond, toutes ces souffrances-là, toutes ces douleurs, elles se valent. Il n'y a pas de hiérarchie entre la Shoah, la traite des Noirs, l'esclavage. Et il est important de montrer que notre communauté, notamment, est une communauté dans laquelle on s'est toujours battu pour la liberté de tous les hommes, l'égalité de tous les hommes. Donc, dans le principe, l'idée de faire quelque chose, effectivement, pour montrer notre commune vigilance, qu'on soit juif, qu'on soit noir, qu'on soit arabe, une commune vigilance face à la haine, je crois que c'est une excellente chose. D'ailleurs, nous, à Bordeaux, on participe à des manifestations de la communauté juive à laquelle on est invité. Après cette initiative de cette structure qui s'est montée donc autour de Patrick Karam, c'est une initiative qui est un peu curieuse, puisque c'est vrai que cette structure ne s'est pas vraiment illustrée jusque-là par une connaissance importante de cette histoire et par un engagement, un investissement sur ces questions. Donc il faut éviter les effets médiatiques. Et j'ai bien peur que Patrick Karam, que je connais par ailleurs et que je respecte, j'ai bien peur qu'il soit dans cette logique médiatique que je regrette beaucoup, puisqu'il faut qu'on soit vraiment dans des logiques de connaissance, de partage et de savoir. Et c'est de ça qu'on a besoin, parce que les effets médiatiques sont des effets qui sont extrêmement précaires, qui passent comme le vent, et qu'il faut aller plus loin. Donc oui pour un dialogue entre les communautés, oui pour un apaisement entre les différentes communautés, mais non à l'instrumentalisation de cette mémoire. Ce genre d'action, elle ne doit pas être faite de façon séparée, de façon isolée. Il faut vraiment que ce soit des actions qui soient coordonnées avec tous les acteurs qui travaillent sur le terrain, pour faire en sorte que cela puisse porter. Que ce ne soit pas seulement quelques Parisiens qui se regroupent ensemble et qui signent un communiqué. Voilà. Mais il faut vraiment se relier aux gens qui travaillent sur le terrain, à Nantes, à Bordeaux, à La Rochelle, au Havre, à Paris aussi, et que tous ces gens-là puissent ensemble dire non. Non à la division entre les communautés, non à la séparation entre les communautés, oui à la connaissance, oui au savoir, non au révisionnisme, non au négationnisme.